Voilà. On va commencer, hein, les autres nous prendront en marche. Bienvenue à tous, en tout cas et à toutes, de nous avoir rejoints aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. On a eu plus de 200 personnes qui se sont enregistrées, ce qui témoigne déjà même de l'engouement au sujet de la transformation digitale dans cette nouvelle ère de COVID-19. Donc voilà, moi je vais me présenter un peu HTS et après, Habib, je te passerai la parole. Bonjour, moi c'est Afou Touré Samb. Je suis la fondatrice et présidente de HTS Partners et qui est un cabinet de conseil axé justement sur le conseil et l'assistance technique pour les PME africaines. Vraiment, notre but, c'est d'aider ces entreprises-là à libérer leur plein potentiel à travers des services, par exemple, de développement des affaires, de levée de capitaux, que ce soit des fonds propres ou bien même de prêts financiers. Et en plus aussi, on les aide en termes d'assistance technique au niveau opérationnel et financier. Donc, voilà un peu HTS Partners. Moi, mon parcours, j'ai travaillé en cabinet avant de fonder cette entreprise-là. J'ai aussi travaillé avec des institutions de développement financier comme la Banque mondiale dans leur fonds d'investissement sur l'Afrique et puis aussi avec la Banque africaine de développement où je suis consultante financière sur tout ce qui est investissement dans l'agriculture. Je viens aussi d'être nouvellement diplômée d'Harvard pour un master en administration publique qui était basé sur les PPP, donc tout ce qui est Public-Private Partnership, donc les PPP. Et aussi, j'ai un MBA de Wharton, qui est une école de business aux États-Unis. Donc voilà un peu. Habib, je te passe la parole. Et déjà, bonjour à tous, bonjour à vous. Merci encore pour l'invitation. Je suis ravi d'être là avec vous pour ce troisième webinaire de HTS Partners. Félicitations pour le diplôme d'Harvard. Je sais que normalement, tu devais y être, mais pas avec nous aujourd'hui, donc j'espère que tu n'es pas trop triste. Mais on va essayer de compenser. Rapidement, donc moi, c'est Habib Bamba. Je suis directeur de la transformation du digital et des médias à Orange Côte d'Ivoire. Et ce, depuis lundi, ça fera 2 ans, jour pour jour. Donc, félicitations. Merci. Que je suis à Orange, donc ça tombe bien, on arrive à l'heure des premiers bilans. Pour revenir un peu sur mon parcours, je pense que ça fait un peu plus de 15 ans, une quinzaine d'années que je me suis consacré à la transformation digitale. Parce que j'ai eu un diplôme en 2004, un master en e-commerce d'HEC Montréal. Donc, à l'époque, on ne parlait pas forcément de digital, mais je pense qu'on était seulement la deuxième promotion de ce diplôme en e-commerce et qui spécifiait justement sur ces sujets de commerce électronique, d'e-business, du management des sites, de tout ce qui a découlé aujourd'hui autour du digital. Et donc, derrière, j'ai démarré sur une carrière principalement en conseil. D'abord au Canada, à Accenture, puis pendant 9 ans à Deloitte Côte d'Ivoire.
où on a eu accompagné en fait, les entreprises dans des problématiques qui sont passées petit à petit du conseil en système d'information à du conseil purement et d'accompagnement en transformation digitale pour des structures aussi bien privées que publiques un peu partout sur le continent. Donc, c'est une expérience justement qui m'a permis d'accompagner des gouvernements, des institutions, l'UEMOA, la BAD, la BCAO et bien encore des gouvernements, sur des plans de stratégie digitale nationale, on a pu travailler par exemple avec la CEDEAO sur le plan télécom éthique de la zone CEDEAO, etc. Donc vraiment des problématiques digitales publiques, privées. Et petit à petit, justement, on a pu aller vers l'accompagnement de grands groupes privés qui ont décidé de s'orienter vers des vraies stratégies de transformation digitale, donc, que nous avons pu accompagner. Et puis, il y a 2 ans, donc, j'ai décidé de franchir le pas, de passer de l'autre côté. Côté client, entre guillemets, pour dire c'est une chose d'accompagner des projets de transformation digitale, c'est une chose d'être dedans et de les faire de bout en bout. Oui. Et mon souhait de toute façon, sur toutes ces années, là, c'était de se dire, c'était cette conviction profonde que finalement l'avenir du continent se ferait via le digital. Pour moi, c'est une opportunité énorme Exactement. en tout cas de sauter, Oui. de sauter les étapes et de faire un bond, parce que voilà, on parle de 4e révolution industrielle, les révolutions précédentes, on dit souvent que l'Afrique était un peu en marge, parce qu'il fallait des investissements lourds, il fallait du temps, il fallait des usines, il fallait beaucoup de choses et c'était compliqué de rattraper. Et on voit qu'aujourd'hui, avec le digital, finalement, on vit ici, nous sommes sur la même plateforme que ceux qui doivent faire un webinaire de ce type à Harvard ou ailleurs. Donc, aujourd'hui, en fait, voilà, c'est une opportunité finalement d'être aligné et c'est une opportunité extraordinaire pour le continent. Et moi, mon souhait, c'était de se dire comment je peux, par ça, véritablement accompagner ce développement du continent. On a beaucoup de problèmes et je pense que c'est un outil qui peut répondre à beaucoup de ces problèmes. C'est pour ça que je me suis orienté là-dedans. C'est pour ça justement que j'ai fait ce choix de rejoindre Orange Côte d'Ivoire. Je me suis dit, ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis rentré en Côte d'Ivoire, que j'essaie d'accompagner justement autour de la transformation digitale. Et je me suis dit, le meilleur moyen, en tout cas, c'était peut-être à Orange, c'était peut-être notre premier point de contact avec le digital. C'est via nos smartphones et c'est le leader là-dessus, c'est via la connectivité, via l'Internet, etc. Et donc, si je voulais impacter tout ça et que je voulais finalement impacter la Côte d'Ivoire par le digital, ben, le meilleur moyen, en tout cas à mon sens, c'était de leader cette transformation digitale, puisque si on réussit la transformation digitale d'Orange Côte d'Ivoire, interne ou en externe, je pense qu'on finalement on accompagnera toute la Côte d'Ivoire à faire un bond sérieux vers cette transformation-là. Donc voilà, c'était ce choix-là et c'est ce qu'on fait depuis 2 ans maintenant, à essayer justement d'accélérer cette transformation digitale d'Orange et de tout l'écosystème. Donc on pourra revenir là-dessus. Oui, parfait. Et donc, un peu de contexte, si on veut dire, nous, à HTS, notre passion, c'est vraiment le développement des entreprises. Donc, la discussion sera basée sur comment ces entreprises-là, maintenant, peuvent, si on veut dire, peuvent utiliser ces opportunités-là et utiliser la transformation digitale pour pérenniser leur activité, mais aussi croître leurs affaires. Et puis aussi, on veut aller sur le thème maintenant avec cette crise sanitaire du COVID-19, qu'on le veuille ou non, qui a été un véritable acteur de la transformation digitale, parce que même des réunions, des missions qu'on faisait où on se déplaçait, on a été obligé, forcé même à ne plus les faire, à les annuler ou bien les faire à travers des outils digitaux comme par exemple Zoom ou Skype ou les différentes plateformes que nous utilisons en ce moment. Donc, c'est de comprendre maintenant comment mettre en place une stratégie digitale qui permet au moins de continuer les activités pendant des périodes de crise, mais aussi créer de nouvelles opportunités pour ces différentes entreprises-là. Et on aura le temps d'en parler en plus grand détail, mais déjà, pour commencer, j'aimerais qu'on définisse un peu les différents termes qu'on est en train d'utiliser parce qu'on a plusieurs personnes qui se sont enregistrées. On a vraiment différents types de personnes. On a des étudiants, on a des professeurs, mais on a aussi, par exemple, des chefs d'entreprise et d'autres qui sont des jeunes qui sont intéressés par ce sujet-là. Donc, ce serait déjà bien de commencer par définir les différents thèmes. Qu'est-ce que la transformation digitale? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Habib? Et quel est le processus, si on veut dire, pour mettre en place une transformation digitale dans une organisation? D'accord. Merci Afou, merci pour cette question. C'est vrai qu'en général, c'est la première question qui revient. Le digital est un buzzword un peu partout. On me dit, mais transformation digitale, vous faites quoi exactement? Ou c'est quoi la transformation digitale?
Donc, pour moi, je donne toujours la même définition parce qu'il y en a beaucoup, mais il y en a une en tout cas qui correspond à ma vision. Pour moi, l'idée, c'est de se dire la transformation digitale, c'est le processus qui consiste à s'appuyer finalement sur tous les outils technologiques, en tout cas toutes les technologies dont nous disposons aujourd'hui pour changer sa manière de faire les choses. Okay. Pour moi, c'est ça la transformation digitale. Quand je parle de, pour moi, transformer, c'est voilà, changer comment je fais les choses. Mais aujourd'hui, se transformer par le digital, c'est comment je me transforme. Et tu disais que votre focus, c'est entreprise. Si je me mets dans la peau d'une entreprise, comment je me transforme en m'appuyant sur ces outils technologiques qui sont à la disposition. On parle de 4e révolution industrielle parce qu'on est dedans. Ce n'est pas nous qui choisissons, on vit de ça. On vit de connectivité, on vit de données, on vit de réseaux sociaux. On vit dans ce monde technologique. Et la technologie a finalement changé notre manière de vivre et de faire les choses. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, j'ai accès à beaucoup plus d'informations, j'ai accès à beaucoup plus de données. Les clients réagissent différemment parce que c'est des clients qui ont des téléphones portables, c'est des clients qui sont connectés. Et donc, mon lien avec ces clients-là change. Et même au niveau étatique, au niveau national, mon lien avec ma population est différent. Parce qu'aujourd'hui, finalement, je dispose de moyens. Et comment j'utilise ces moyens pour me transformer, pour changer ma manière de faire les choses. Pour ne pas uniquement être une victime de la technologie, ce n'est pas juste un outil pour me distraire, etc. Mais je dois avoir derrière une vraie stratégie qui me permettra de justement m'appuyer sur ces outils-là pour créer de la valeur. Aujourd'hui, on a vu qu'on a dû s'adapter de manière conjoncturelle. Il y a une crise, il y a une problématique et tout de suite, je fais comment? Donc, tout le monde a cherché à réagir, ça et là. Et finalement, ceux qui avaient une stratégie digitale et qui s'étaient déjà organisés ont eu beaucoup moins de mal. Exactement. Si vous décidez aujourd'hui, mais mince, on ne peut plus aller au travail, comment on fait? Et que vos employés, par exemple, n'ont pas de téléphone, d'ordinateur portable. Donc, les ordinateurs fixes n'ont pas de connectivité VPN pour se connecter de manière sécurisée, n'ont pas d'accès, etc. Vous ne pouvez pas improviser en 2 semaines un télétravail 100% avec tous vos collaborateurs qui sont chez eux, qui se connectent, qui font des Zooms, des Teams et qui font des réunions. Oui, ça a été fait de manière accélérée. Là où peut-être j'avais des collègues qui luttaient dans leurs entreprises pour dire il faut qu'on s'organise comme ça. Mais là, en 2-3 semaines, tout le monde les a écoutés, organisés rapidement. Aujourd'hui, l'idée, c'est de se dire voilà, il faut que cette transformation digitale-là soit au cœur même de ma stratégie d'entreprise. Ce n'est pas une option. Comme avant, on se dit tiens, il y a un DSI quelque part posé dans son coin qui n'est pas dans les grandes réunions de l'entreprise. On se dit bon, l'avenir, nous, on cherche du chiffre, on cherche à se développer. Ah, mais tiens, et puis si en plus on a de la technologie derrière aussi, on a des accès à Internet, c'est pas mal. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Mon premier besoin en tant qu'entreprise, par exemple, c'est de créer de la valeur, c'est d'avoir une offre à mes clients, peu importe qu'ils soient des clients B2B, B2C, etc. Et comment je touche ces clients-là aujourd'hui? Mais c'est différent, sachant que j'ai des outils technologiques à disposition. Je ne vais pas aller les démarcher de la même manière. J'ai des moyens de les contacter différemment. Donc, rien que cette approche va changer parce que maintenant, aujourd'hui, j'ai des outils à disposition. Et c'est pour ça qu'il me faut une vraie stratégie digitale qui va toucher les différents enjeux. Comment je contacte les clients, comment je me transforme en interne. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas me transformer en externe et offrir certains services si moi-même j'ai certaines lourdeurs en interne. Si j'ai certains processus qui sont manuels, qui sont lourds, je ne peux pas avoir l'agilité nécessaire. Comment je me transforme en interne, comment je me transforme en externe par rapport à mes clients, comment je m'appuie sur les données disponibles pour offrir un meilleur service, comment je m'appuie, comment je fais une stratégie analytique sur Big Data, comment je le sécurise. Donc, pour moi, c'est tout cet environnement-là, et que ce soit privé ou public. Comment je m'appuie sur la technologie finalement pour me transformer et créer de la valeur. Et donc, quand on parle d'outils de transformation digitale, qu'est-ce qu'il faut exactement? C'est l'Internet, c'est l'ordinateur, c'est le téléphone, des outils précis, mais aussi, par exemple, des plateformes, des sites. Quels sont ceux que, par exemple, vous direz sont indispensables pour, par exemple, avoir du télétravail, pouvoir faire des ventes en ligne? Et puis, ça dépend de l'activité de tout un chacun. Si tu es, par exemple, une entreprise qui fait du e-commerce, tu auras certainement besoin d'un site, de pouvoir aussi host les différents paiements et tout en ligne. Mais après, du côté maintenant, en termes de, si tu veux maintenant avoir plus une activité, tu veux réduire les activités physiques, par exemple, avoir Zoom ou faire du télétravail et tout, quels sont les outils qu'il te faut pour avoir une transformation digitale? On peut parler un peu globalement pour différentes activités, puis un peu plus précisément aussi. D'accord. Pour moi, déjà, il y a plusieurs niveaux. Je pense que le premier niveau, déjà, c'est le sujet de l'accessibilité. Donc,
termes d'accessibilité, pour développer des usages. Donc, pour avoir accès à l'Internet, il me faut deux choses. Il me faut de la connectivité et puis il me faut des terminaux. Donc, il me faut un terminal. Donc, en Afrique, on a ces taux de pénétration mobile qui vont dans les plus de 120%. Donc, souvent, notre premier terminal d'accès, ça va être notre téléphone mobile. Là où, avant, on était uniquement sur un ordinateur ou un laptop, etc. Mais le premier sujet, c'est un terminal d'accès. Et derrière, avoir la connectivité. Parce que c'est cette connectivité-là, finalement, qui va m'ouvrir sur ce monde d'opportunités, qu'elle soit à titre individuel ou qu'elle soit au titre d'entreprise. Derrière, les outils, pour moi, ils sont énormes. Ils sont de toutes sortes. Comme je dis, on est allé d'abord sur de la connectivité web, ensuite sur du mobile. Après, les choses se diversifient fortement. Je parlais de données. Donc, quand on parle de big data, c'est des outils. On a parlé de cloud. À un moment donné, on parle d'Internet des objets. On va du simple usage du web à des usages qui vont de manière beaucoup plus complexifiée avec de l'intelligence artificielle, avec du machine learning, etc. Et tout ça, c'est du digital. Ouais. Le gars qui va sur Internet, c'est du digital. Le gars qui utilise son téléphone, qui fait une transaction Orange Money, c'est du digital. De la même manière que le gars qui va faire de l'intelligence artificielle avec de la robotique, etc., c'est du digital. Ce n'est pas le même niveau de complexité, mais je m'appuie sur ces différents outils. Et la base de tout ça, c'est simplement d'avoir un terminal et d'avoir de la connectivité. Et derrière, s'appuyer sur ces données et d'aller vers des usages qui peuvent être de plus en plus complexes pour faire tous les usages dont j'ai besoin. Maintenant, si on veut revenir au sujet spécifique de la crise du télétravail, comme je disais tout à l'heure, donc il fallait déjà de la connectivité, il fallait des accès. Pour aller en télétravail, il faut finalement que ces accès-là ne soient pas uniquement des accès sur site, comme c'était souvent dans le passé, avec des serveurs, etc. C'est-à-dire qu'il fallait la possibilité, justement, on puisse avoir ces accès-là de manière délocalisée. Je vais donner l'exemple d'avoir des ordinateurs portables, d'avoir des accès en mobilité. Ces accès en mobilité, ça veut dire un nouveau type d'infrastructure, de pouvoir s'appuyer sur le cloud, de pouvoir s'appuyer finalement sur des accès. Je parlais de VPN tout à l'heure. Il faut sécuriser ces accès. Avant, je pouvais me sécuriser dans mon environnement de travail. Aujourd'hui, je veux que quelqu'un de chez lui puisse y avoir accès. Donc, il y en a qui vont décider d'aller sur du Bring Your Own Device et de dire vous pouvez utiliser même vos machines chez vous pour le faire. Il y en a qui vont se dire c'est plus compliqué en termes de sécurité. Donc, on va aller sur nos terminaux à nous. Mais par contre, créer des environnements sécurisés avec ce type de réseau, type VPN, qui vont vous donner l'accès à l'environnement sécurisé de l'entreprise et qui vont vous permettre finalement de pouvoir travailler dans des conditions normales. Après, on voit qu'aujourd'hui, un grand nombre, enfin la plupart d'entre nous, sommes déjà connectés, avons déjà des outils et les entreprises ont réalisé qu'elles peuvent faire beaucoup de choses. Ouais. Celles qui n'avaient pas de VPN, etc. Pourquoi des outils comme Zoom, sur lesquels nous sommes aujourd'hui, ou Teams, sont explosés? Parce que finalement, tout le monde s'est dit, mais vous avez ne serait-ce qu'un téléphone, vous pouvez vous connecter via cette appli gratuitement sur du web. Mais rien ne nous empêche, nous, en tant qu'entreprise, de travailler sur ces outils et d'échanger avec les précautions de sécurité qu'il faudrait derrière. Et rien que ça, finalement, une grosse partie de l'activité peut continuer à fonctionner puisqu'on a la possibilité d'échanger. Puisque finalement, sans VPN, le gars qui est chez lui, qui a accès à son mail, peut travailler sur sa machine. Et on a réalisé, et même nous en interne, que finalement, pas tant de personnes que ça ont besoin de se connecter directement aux outils de l'entreprise. Il y a des outils dédiés de l'entreprise auxquels il faut se connecter, mais il y a un grand nombre de personnes qui, finalement, travaillent chez eux sur le Word, sur des éléments, échanger par téléphone, et qui, finalement, n'ont pas besoin de tous ces accès, parce que qui dit offrir ces accès au plus grand nombre directement au système de l'entreprise, dit risque sécuritaire derrière. Et donc, finalement, les entreprises ont réalisé qu'un grand nombre, avec un téléphone, avec le moins d'accès, peut réaliser pas mal de ces activités. Et je pense que s'il y a d'important, parce que la première question, c'était la question des outils, moi, le sujet sur lequel j'aime bien revenir, c'est que pour moi, le plus important pour faire du digital, ce n'est pas l'outil. Pour moi, le plus important, oui, il faut s'appuyer sur ces outils technologiques. Ouais. Mais ce qui fait la différence, c'est la stratégie que je mets en place. Exactement. Et ça revient sur ce que je fais aujourd'hui, ce que je faisais par le passé et ce que vous faites à HTS. Exactement. Je pense que c'est ça la clé. Aujourd'hui, les meilleurs succès du digital ne sont pas ceux qui ont le meilleur outil.
quand Facebook est arrivé il y a 11 ans, ils n'ont pas créé une technologie qu'on n'a jamais vue. Il y a i5 qui le faisait, il y a d'autres qui le faisaient. Ils ont sorti un modèle économique, un modèle d'affaires, ils ont répondu à un certain besoin d'une certaine manière qui a fait la différence. Et c'est ça la clé. Tous les succès d'aujourd'hui, les Uber, les Airbnb, etc., c'est rarement ceux qui ont créé la technologie d'MIT qui n'est jamais vue et qui sort. Non, c'est des technologies que d'autres pouvaient créer, mais c'est ceux qui ont proposé un modèle économique, qui ont réfléchi par rapport à un besoin et qui l'ont fait d'une manière différente. Et c'est là où, en tant qu'entreprise, qu'on soit PME ou grande entreprise, la clé, ce n'est pas forcément comment je vais aller chercher le meilleur outil le plus compliqué. Les outils sont là, c'est comment je m'appuie sur ces outils qui sont disponibles, qui peuvent être simplement du web, qui peuvent être une appli, etc., pour créer de la valeur, pour répondre à un besoin, pour faire mon activité différemment. C'est ça qui fait la force. Pour moi, le digital, c'est ça. C'est comment je fais une activité qui pouvait être classique, commune, différemment. On a parlé d'ubérisation. Voilà, c'est comment certains se sont dit, tiens, je vais faire du taxi différemment. Aujourd'hui, j'ai des outils technologiques, comme des téléphones. Et pourquoi je continue? Pourquoi je ne les utilise pas? Finalement, aujourd'hui, j'ai Google Maps qui existe. Exactement. Déjà, ce n'est pas moi qui crée Google Maps, mais pourquoi on ne l'utilise pas en fait pour simplement se géolocaliser, faire venir le taxi? Je n'ai pas besoin de créer une infrastructure de géolocalisation, etc. J'ai tout ça qui existe déjà. Et pour moi, c'est ça la clé de la transformation digitale. Je n'ai qu'à m'appuyer sur tous ces éléments-là qui sont là pour faire des choses différemment. Après, oui, peut-être faudra faire des développements, il faudra adapter de la technologie, etc. Mais pour moi, la clé, et c'est pour ça que je dis que c'est une opportunité extraordinaire pour le continent, c'est qu'on n'a pas besoin d'investir des millions pour avoir une NASA ou pour avoir des centres, des technocentres pour développer les choses. C'est que je peux faire des choses extraordinaires en m'appuyant finalement sur des éléments, des outils qui peuvent être éventuellement simples. Tu lis parfaitement mon second point qui voulait être vraiment sur comment mettre en place une stratégie de transformation digitale. Et ce point-là, je tenais à le dire parce que c'est très important. Comme tu l'as déjà précisé, il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui utilisent déjà ces outils dont on a parlé et ça a vraiment révolutionné la manière dont on opère aujourd'hui. Par exemple, moi, je ne me vois pas en train de travailler sans utiliser Google, sans utiliser Microsoft Word, sans utiliser toutes ces différentes applications-là, ou bien même pouvoir faire des commandes en ligne. Et tout ça, ça a été, par exemple, la plupart de ces outils-là ont déjà été créés, ont déjà été développés. Et il y a plusieurs entreprises déjà qui anticipent. Il y a même une étude qui a été faite où plus de 50% des entreprises s'attendent à ce que certaines innovations digitales changent complètement le visage de leur secteur ou bien même de leurs activités. Et comment est-ce qu'il se trouve que même la plupart de ces entreprises-là, quand elles finissent de répondre, oui, ça va changer notre secteur d'activité, on ne sait pas où et comment, et après, est-ce qu'ils ont une stratégie digitale en place? Ils répondent non. Donc, comment est-ce qu'on peut, si on veut dire, il y a un espace entre vraiment comprendre bon, OK, le digital va changer notre monde et comment on se prépare à ça et quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place. La première des choses, moi, je pense que c'est au niveau déjà de la direction. Il faut déjà que, comme tu l'as dit, il ne faut pas que la digitalisation ou bien même le service numérique soit un service tiers qui est au fond de l'entreprise et nous, on se concentre juste sur nos produits à faire notre chiffre d'affaires en ce moment, on s'en occupera plus tard. Parce que ce n'est pas quelque chose qui prévient, c'est quelque chose qui révolutionne souvent même du jour au lendemain. Donc déjà, il faut que les dirigeants ils aient vraiment l'envie et ils sensibilisent leurs collaborateurs et leur équipe sur la transformation digitale et ils en fassent une réalité dans leur organisation, dans leur fonctionnement. Et ça doit faire partie de, si on veut dire, toutes les décisions importantes que l'entreprise met en place. La deuxième partie, c'est de se fixer des objectifs clairs. Parce que si vous n'avez pas de feuille de route et vous voulez faire un peu ce que tout le monde fait, et vos objectifs ne sont pas adaptés à votre entreprise, ben, ça ne va pas forcément marcher. Et en fonction maintenant de vos objectifs, il est très important de voir quel type de transformation vous voulez. Est-ce que vous voulez une transformation qui va complètement changer les services que vous procurez déjà à vos clients? Ou bien est-ce que vous voulez faire, si on veut dire, plutôt du remplacement? Si, par exemple, vous aviez l'habitude de livrer vos factures en personne, OK, maintenant, on peut les envoyer par email pour non seulement sauver en temps, mais aussi diminuer certains coûts. Donc, ça, c'est plutôt quand tu essaies de changer les processus que tu utilises en ce moment pour optimiser avec de la technologie. Maintenant, le second temps, c'est si tu veux vraiment étoffer ce que tu as déjà. Donc, tu n'altères pas forcément ton business model, mais tu crées de nouveaux services et des produits
qui sont maintenant rendus possibles grâce à ces outils digitaux-là. Par exemple, tu peux maintenant faire de nouvelles opportunités en ligne où maintenant, OK, vous pouvez venir dans le magasin, mais maintenant aussi, vous avez la possibilité de commander en ligne et on va vous livrer. Et après, il y a la partie maintenant où on parle de big data et de AI. Ça, c'est vraiment poussé où tu peux même briser la ligne avec le personnel et c'est complètement la technologie qui répond à tous vos besoins. Et ça, disons, c'est un peu plus poussé pour nos entreprises ou certaines entreprises le font déjà en Afrique. Mais après, maintenant, avoir défini, bon, OK, j'ai mes objectifs et voici ce que je veux faire. On doit parler de budget. Quel est votre budget? Est-ce que vous pouvez vous offrir ces outils-là? La plupart du temps, moi, je dis toujours, là, toutes les compagnies offrent à un moment donné du gratuit ou bien même des services d'essai. Et aussi, il y a plein de ressources en ligne maintenant qui sont disponibles. C'est de voir en fonction du budget de votre entreprise, de comment est-ce que vous pouvez faire un peu un mix, c'est-à-dire un mélange de, OK, ce produit-là, il est indispensable, on ne peut pas s'en passer. Bon, on va mettre, je ne sais pas, 5-10 millions de côté pour ça. Mais ça, par contre, on peut s'en passer. On va faire un test sur un mois gratuitement et après, on voit. Donc, vraiment avoir un budget très précis que vous comptez mettre en place pour votre entreprise en fonction des outils ou bien des services que vous voulez vous procurer. Maintenant, la quatrième partie, c'est l'équipe ou bien dans le contexte d'une entreprise qui n'a pas forcément la chance d'avoir un DG du digital comme Habib, c'est de maintenant réfléchir, OK, si j'ai le personnel qui s'y connaît et qui peut le faire, tant mieux. Mais si je n'ai pas ce personnel-là, comment est-ce que je peux me faire accompagner par des structures comme HTS ou bien même d'autres structures ou des consultants individuels qui peuvent venir et vous installer vos machines, vous préparer au télétravail. Encore, il y a plein de ressources. Nous, on a fait des recherches, on a posté plein de blogs sur comment faire le télétravail avec des étapes vraiment très bien définies qui peuvent permettre à tout un chacun d'aller sur cet article-là et vraiment s'en faire une idée. Et maintenant, s'ils ont besoin de support additionnel, ils peuvent soit nous contacter ou maintenant se faire accompagner. Parce qu'il est très bien et beau de dire, bon, on a notre stratégie, voici ce qu'on veut mettre, mais vous ne savez pas l'utiliser. Et la transformation, comme on l'avait dit précédemment, doit être non seulement interne, mais aussi externe. Si vous, maintenant, vous formez votre entreprise, vous formez vos employés, vous, maintenant, vous êtes adepte, ça y est, vous pouvez l'utiliser. Mais l'externe, ça ne colle pas. On l'a dit plus tôt, on a plus de 125-126% de pénétration mobile. Mais quand on passe maintenant au niveau de l'Internet, on passe à 44%, soit 11 millions de personnes. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a cette connectivité-là à l'Internet. Donc, si vous voulez, par exemple, envoyer vos promotions par message, OK, vous allez toucher un grand nombre de personnes. Maintenant, si vous passez au volet Internet, c'est encore moins de personnes. Et si vous passez au volet où vous voulez faire des achats en ligne, le taux de carte bancaire en Côte d'Ivoire est excessivement faible et surtout, ces gens-là même qui font confiance et utilisent leur carte bancaire en ligne. Donc, vous devez comprendre les facteurs externes qui viennent et qui jouent dans tout ce domaine-là pour pouvoir comprendre, OK, est-ce que si on met cette stratégie en place là, ça marche pour nous, mais est-ce que ça colle avec nos clients? Est-ce que ça colle avec la société dans laquelle on fonctionne et est-ce que vraiment il y aura du rendu? Parce que si tu changes internement et que à l'extérieur, ça reste pareil, ben, ça ne change pas. C'est comme, par exemple, si je proposais de faire ce webinaire ou de faire ce genre de truc-là pre-COVID, c'est-à-dire avant COVID, les gens disent, mais non, prends une salle, on se retrouve tous. Mais parce que les données externes ont été changées, on est dans un système de crise sanitaire où on ne veut pas forcément on est à 87 personnes dans une salle en ce moment. Maintenant, là, ça a du sens de se connecter en ligne et de le faire en ligne parce que les données extérieures ont changé. Donc, c'est de vraiment prendre compte aussi des facteurs endogènes. Well. Maintenant, la dernière partie qui est aussi très importante, c'est de mesurer. Une fois que vous mettez en place maintenant cette stratégie, il est toujours important de mesurer l'impact. Si par exemple, vous avez dépensé 50 000 $, et 5 millions de francs CFA par exemple, et ça vous rapporte moins, ben, il n'y a pas de sens. Il ne faut pas juste mettre en place une stratégie digitale juste pour la mettre en place. Et après, il faut mesurer aussi l'impact. Si, par exemple, maintenant, ce que beaucoup de gens font du côté marketing, ils font des publicités sur les réseaux sociaux. Mais si vous n'arrivez pas à cibler votre cible, par exemple, je vous donne un exemple d'un client qui était ils cherchent comment agrandir leur ligne de pressing ici et tout à Abidjan. Et maintenant, ils voient que la plupart de et si on veut dire la plupart de leurs clients sont entre l'âge, par exemple, de 30 à 35, 40 ans, c'est-à-dire des cadres qui vraiment prennent leurs habits, ils envoient au pressing et tout. Et c'est ces gens-là, maintenant, ils veulent livrer et eux-mêmes venir chercher vos tenues, ils font le pressing et ils ramènent et tout.
Et ils voient que maintenant, toutes leurs publicités qu'ils sont en train de faire, toutes les publicités qu'ils font sur Facebook vont chez des jeunes de 16, 17 ans. Ce n'est pas vraiment leur marché, ce n'est pas leur marché cible. Mais s'ils n'analysent pas ces données-là, s'ils ne font pas de tests, ben, ils ne sauront jamais et continueront à dépenser en pensant que, bon, on a une stratégie digitale, ça a touché 1000 personnes, ben, c'est parfait, on avance. Mais il faut vraiment repartir, analyser, mesurer et voir aussi l'impact de vraiment cette stratégie-là. Maintenant, je veux faire un petit pivot sur, OK, c'est bien beau la stratégie, la transformation digitale, ouais, ça change notre monde. On peut parler un peu des risques parce que, bien évidemment, avec toutes nos données et tout ce qu'on fait en ligne, comment est-ce qu'on peut vraiment considérer ce volet stratégique et puis penser en termes de vraiment mesurer le risque et puis voir comment se protéger aussi? D'accord. Donc, juste rapidement, déjà peut-être avant d'aller spécifiquement sur les risques, pour revenir un peu sur, sur ce volet stratégie, je pense que, comme tu l'as dit, hein, l'un des éléments clés, déjà, c'est, on parle de tone at the top. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que si c'est une grosse, une petite entreprise, il faut que ça vienne du leadership, du top management, qui ait cette vision-là, cette compréhension, parce que, comme je dis, il faut que ce soit au cœur de la stratégie d'entreprise. Il n'y a pas une stratégie type de transformation digitale qu'on vient et qu'on calque. C'est qui je suis, quelle est mon activité, quel est mon besoin, où est-ce que je veux aller et comment je m'appuie sur les technologies. Tout le monde n'a pas besoin de s'appuyer sur les mêmes technologies ou sur les meilleures technologies, etc. C'est ce que je fais, quelle est mon activité. Comme je donnais l'exemple tout à l'heure, les meilleurs succès, je peux utiliser mon activité, avoir la vision, top management et aller vers ce souhait de la transformer via le cœur de mon activité. Après, on se dit, oui, bon, d'accord, mais je vais où? Parce que comme tu disais tout à l'heure, j'ai plein de types de technologies. Est-ce que je le fais en interne? Est-ce que je fais en externe? Je fais de l'intelligence artificielle. En fait, j'ai l'impression que le digital, il y a tellement de choses et c'est un peu partout. C'est pour aller chercher des clients. Après, généralement, pour le circonscrire, on essaie d'aller via des axes. Il y a des axes qui sont plus ou moins classiques, plus ou moins définis. On peut parler d'axes ou de chantiers dans lesquels on va. Tu as présenté la plupart tout à l'heure. On va avoir, par exemple, tout ce qui est parcours client, expérience client, pour le dire. Si je veux être digital, finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux que la manière dont mes clients viennent vers moi et la manière dont je vais vers eux se fasse de manière différente. Je donne un exemple. Si je suis Orange, avant, vous alliez ou nous appeler 09 09 ou 07 07 si vous avez un problème. Vous allez aller à une agence si vous voulez quelque chose. Vous allez aller au cabinard du coin, etc. Moi, aujourd'hui, je veux que l'interaction soit différente. Je veux que vous voulez faire une transaction, vous n'avez pas besoin d'aller à une cabine, vous pouvez le faire vous-même via une application. Vous avez l'application Orange et moi ou l'application Orange Money qui vous permet d'acheter des passes, de transférer de l'argent à quelqu'un, de payer vos factures sans vous déplacer depuis votre appli. Si vous voulez, vous avez des questions, je ne veux pas que vous allez appeler 07 et attendez, je veux que vous puissiez finalement avoir les réponses via votre chatbot, via votre site web, etc. Pareil pour donc tous ces canaux, ces points de contact, c'est des questions, que ce soit via le web. Je me dis aujourd'hui, il faut que l'interaction que le client a avec moi soit différente. On peut aller beaucoup plus loin. On parlait des situations de crise. Avant, pour contacter tous nos clients entreprises via Orange Business, on avait des événements, des rencontres Orange Business où on réunissait tout ça. Suite à la crise du Covid, on a développé des webinars Orange Business, de la même manière qu'on en fait un aujourd'hui, où finalement, on a des centaines d'entreprises et de PME qui reviennent mensuellement et qui sont via le web et qui peuvent échanger sur tous leurs services Orange Business. Donc, premièrement, vraiment, comment je vais vers mes clients. Deuxièmement, en interne, comme tu disais, aussi bien je fais de l'interne, de l'externe que de l'interne. Si je veux pouvoir proposer des services digitaux en externe, il faut qu'en interne, je me sois digitalisé. Et ça peut être quoi? Ça peut être avec la signature électronique, la gestion électronique de documents, de l'archivage, mais deuxième chantier de processus et d'organisation interne pour changer ma manière de faire. Troisième élément important que tu en as parlé, c'est les hommes. On l'a vu avec la crise du Covid, le gros problème, ce n'est pas qu'on n'avait pas les outils, puisqu'on ne les a pas eus en 3 mois, en plus on était confinés. Mais dans les mentalités, il y avait certaines choses, tu disais tout à l'heure, tu voulais faire la même chose il y a 3 mois, on t'aurait dit, mais non, pourquoi tu vas le faire en web? Il faut organiser un événement, il faut faire ceci, etc. Même nous, le webinaire, il ne serait pas passé, les gens se disaient, mais attends, c'est Orange Business, faites un événement. Aujourd'hui, donc tu réalises que pour beaucoup de choses, c'était des blocages. On a vu, je donne un exemple, nos clients, FIB, etc.,
Et avant, tout le monde allait en agence pour dire je veux une flybox, je veux, etc. Aujourd'hui, les commandes sur la boutique en ligne ont explosé. Ouais. L'outil existait déjà, on le poussait, etc. Mais il y a le sujet de culture digitale. Dans ma tête, je dois faire un chiffre, j'ai une manière de fonctionner et c'est compliqué. Et c'est un plus gros souci même en interne. En interne, il faut changer sa manière. Si on avait parlé de télétravail il y a 3-4 mois, on dit maintenant, il faut que vous soyez au travail, comment on sait si vous travaillez. Là, on voit que tout le monde arrive à bien travailler. C'est là où justement, cette crise de Covid a été, pour moi, en tout cas, le plus gros impact pour moi, c'est au niveau de la culture digitale. En interne, là où on faisait énormément de sensibilisation, où on expliquait, où on essayait de faire des petits challenges pour que tout le monde comprenne c'est quoi le digital, c'est important. Tout le monde a une prise de conscience tout de suite, c'est important. Et pour moi, travailler sur cette culture digitale, il ne faut pas se dire c'est un truc évident ou c'est un truc en… Non, peu importe votre environnement, vous pouvez être dans le milieu agro-industriel, tout ce que vous voulez. Tout le monde arrive à utiliser Facebook, WhatsApp, peu importe dans le pays, peu importe son niveau social. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas un environnement où vous allez dire non, mon environnement, je ne suis pas orange, on n'est pas très digital. Non, non, non. Vous pouvez travailler sur la culture digitale en interne et c'est important. Autre élément, c'est les données. J'ai parlé de Big Data, il faut que vous ayez un chantier sur les données. Comment j'utilise mes données, comment je fonctionne. Un chantier analytics, c'est un élément clé aujourd'hui du digital. Autre élément important, c'est mon système. Comment finalement je vais organiser, j'ai bien dit, l'outil, ce n'est pas le plus important, mais quand même, comment je vais m'organiser, comment je vais structurer mes outils, ma technologie, mon informatique pour pouvoir justement répondre aux problématiques du digital. Et dernier volet important, l'innovation. Pour moi, c'est un élément clé parce que, je disais tout à l'heure, se transformer par le digital, c'est de s'appuyer sur les outils disponibles, mais ces outils-là, ils évoluent. Donc, il faut que j'ai cette veille technologique, il faut que je reste à l'écoute de ce qui se fait et que moi-même, j'innove parce que ces outils-là me permettent de faire des choses différemment. Donc, peu importe mon activité, je peux innover dans mon activité. Mais quand je vais faire tout ça, en interne, en externe, je vais proposer mes services sur de nouveaux canaux, je vais travailler de manière directe, différente. Mais derrière, comme pour toute activité, il y aura des risques. De la même manière que dans le monde de tous les jours, je peux me faire voler si je vais dans un magasin physique. Je peux me faire… Et si je déporte mon activité sur le digital, j'aurai de nouveaux risques liés à l'activité digitale, des risques liés à la protection des données, des risques liés aux attaques, aux tentatives d'usurpation, cyberattaques, etc. Et donc, forcément, pour moi, c'est l'un des premiers risques. C'est donc les risques liés à la technologie. Il faut que je me protège, il faut que je me prémunisse. Si je veux faire des accès distants, je disais tout à l'heure, avec la crise, on fait beaucoup plus d'accès VPN, etc. Comment je sécurise mes accès distants? Confidentialité. Même peut-être d'utiliser des outils de télétravail, des outils vidéo. Sur quel outil je vais? C'est important de regarder, comme je disais, il y a des outils où on a eu des soucis de vente d'informations à Facebook ou à d'autres. Il y a eu des outils qui sont conseillés par des entreprises ou d'autres. Je ne veux pas indexer d'outils ou d'autres, mais avec derrière, finalement, je dois travailler sur le choix de l'outil. Je dois travailler sur comment je me sécurise, comment finalement je fais attention aussi. On a dû faire beaucoup de choses en accéléré dans cette crise de Covid. Ça fait qu'aujourd'hui, on a eu des attaques mondiales, par exemple, d'informations autour du Covid. Parce que tout le monde sait que tout le monde regardait les stats, tout le monde, donc certains envoient des mailings, entre guillemets, frauduleux, en les maquillant en source d'informations Covid. Donc, il faut garder cette vigilance-là. Deuxièmement, en termes de risque également, c'est le risque lié à l'environnement réglementaire. C'est que tout le monde, quand on va vers des choses très rapidement, on n'a pas finalement défini toutes les protections derrière. Aujourd'hui, au niveau de la régulation, c'est très réglementé dans beaucoup d'activités, en termes de contrats, etc. Aujourd'hui, je dis, tiens, on ne peut plus se déplacer, on va faire des e-signatures, etc. Est-ce que notre environnement réglementaire fait que ce contrat-là a la même valeur citée telle que vous le faites que derrière, etc. Donc là, on va plus au niveau des États et des régulateurs qui doivent s'organiser aussi pour répondre à ce risque-là, pour être sûr qu'on a véritablement le même type de protection. Comment si je fais du e-commerce, à quoi ai-je droit? Et donc, l'environnement réglementaire, les infrastructures, la cybersécurité, pour moi, ça fait partie des risques à appréhender. Et pour moi, ça ne peut pas être des éléments bloquants. Pour moi, l'élément bloquant, c'est souvent dans la tête, c'est la culture digitale. Souvent, on a peur des risques, on dit « Ah non, mais mes données, mais qu'est-ce qui se passe? Comment je vais faire ?» Et on s'en sert en frein. Pour moi, ça ne doit pas être un frein. Pour moi, c'est aujourd'hui, on a des opportunités, on a la possibilité de faire les choses différemment en s'appuyant sur des outils numériques. Il faut voir cette opportunité-là et ça permet pour moi de faire des choses extraordinaires et des choses toutes simples que tout le monde peut faire. Et c'est ça que je trouve intéressant. Je vais vous donner l'exemple d'une initiative
intéressantes internes que j'ai vues, que j'ai trouvées top. Ouais. Nos équipes de communication, par exemple, on a développé ce qu'on appelle une media room. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a de l'information à partager avec la presse. Aujourd'hui, il y a une plateforme web qui a été mise en place récemment, Media Room, qui permet finalement de donner des accès aux journalistes, à la presse, et qui permet finalement à ceux-là, sans se déplacer, d'aller dans un seul lieu, d'avoir accès à toute une série d'informations viables, qui est fiabilisée. Et c'est un moyen intéressant de connexion avec son écosystème, à l'initiative interne, à l'initiative de métier, et qui change la manière dont la relation avec la presse fonctionne aujourd'hui et fonctionnait par le passé. Je me souviens encore de beaucoup d'événements que nous avons réalisés où il fallait des communiqués de presse, il fallait débriefer, il fallait revenir, il fallait expliquer derrière, où on me rappelle pour dire « Ah, mais tiens, j'étais sur votre webinaire avec HTS, et finalement, je n'ai pas noté tel élément, est-ce que vous pouvez me rappeler ça? Est-ce que vous pouvez me donner la carte ?» Aujourd'hui, tout ça est structuré et fait de manière intéressante. Donc, en fait, véritablement, et c'est là où je pense que quelque chose d'intéressant est en train de se passer dans la prise de conscience localement, et il faut qu'on puisse capitaliser dessus tous ensemble. Cet élan qui s'est mis en place, que ce soit au niveau des grandes entreprises, mais au niveau des petites entreprises, je regarde les startups qui sont toutes organisées et structurées pour faire des choses ensemble. Il y a une initiative que j'aime beaucoup, Anticoro, je ne sais pas si vous avez entendu parler, une dizaine de startups locales qui se sont mises ensemble, qui avaient chacune des fonctionnalités développées pour lutter contre le coronavirus, et qui se sont mises ensemble pour finalement avoir un outil unique qui permet justement de répondre à la problématique et de voir cette collaboration-là entre près de 10 startups ivoiriennes avec de l'accompagnement qui vient derrière de la Fondation Jeunesse Numérique, de l'État, etc. Pour moi, c'est le type d'initiative aujourd'hui qui devrait continuer et qu'il faudrait justement valoriser ce type de collaboration. Il ne faut pas qu'on sorte du Covid et qu'on revienne à la vie comme avant. Sinon, là, on aura vraiment tout perdu. On a eu une crise, on a dû s'adapter et ça deviendra intéressant si on sait finalement capitaliser sur cette crise-là pour aller de l'avant. Oui, et c'est pour ça que j'aimerais revenir sur certains des points qu'on a déjà mentionnés. Donc, en termes de capitalisation de la crise, c'est surtout aussi de ne pas retourner à nos anciennes habitudes. Par exemple, comme tu l'as dit, il y a certaines initiatives qui allaient prendre du temps à être mises en place si on était dans notre au temps d'avant, mais maintenant qu'on les a mises en place, on a été forcé par la crise, il faut qu'on essaie de les pérenniser, de les garder. Par exemple, nous, HTS, maintenant, chaque vendredi, l'équipe, il reste vraiment de la maison, tout le monde travaille. Et comment on s'assure que vraiment, effectivement, tout le monde travaille? Vous mettez en place des systèmes où tout le monde, facilement, un Word ou bien un document Word que vous pouvez partager avec l'équipe, où tout le monde donne son statut en termes de sur ce qu'il travaille, et puis en plus, en termes de finition, complet ou bien, OK, c'est toujours en procédure. Et en plus aussi, il faut voir, il y a plusieurs choses qu'on faisait avant qui ne sont pas forcément nécessaires. S'il n'y a pas de choses à imprimer, vraiment, moi, je garde tout sur le cloud. Comment est-ce qu'on peut essayer, par exemple, je parlais d'archivage, vraiment de tout mettre en ligne pour ne pas non seulement avoir un endroit physique où on garde nos documents, mais aussi en termes d'économie de temps et la facilité de rechercher les documents. Donc, il y a plein de nouveaux outils et même d'anciens outils qu'on n'utilisait pas forcément avant, on a été forcé à utiliser maintenant et qu'on doit essayer de garder et de maintenant engrainer dans nos nouvelles habitudes. C'est-à-dire en termes d'entreprise, mais en termes aussi de personnes pour dire, OK, si je peux gagner 2 heures de trajet dans les embouteillages et travailler de la maison et être aussi efficace, me créer une zone de travail, j'ai l'Internet, j'ai tout, pourquoi pas de temps en temps pour aussi économiser en temps et en transport. Donc, certaines habitudes, je pense, doivent vraiment rester. Et pour revenir sur ton point par rapport au risque, dans toute chose, moi je dis toujours, il faut faire une analyse. L'analyse te permet de ne pas te voiler la face. Et dans toute chose, il y a, comme on le dit, il y a le bien et puis il y a le mauvais. Donc, quand on parle de cette transformation digitale, c'est toujours bien de faire l'équivalent d'une SWOT, c'est-à-dire menace, opportunité, force et faiblesse. Bon, on a déjà vu les opportunités, on en a parlé. Maintenant, quelles sont, disons, les faiblesses ou bien même les menaces avec lesquels viennent ces outils de transformation digitale? Par exemple, on a parlé de piratage, on a même parlé d'accès aux données. Donc, c'est de voir comment vous pouvez sécuriser vos données et aussi toujours avoir un plan B pour le pire. OK, on a sécurisé, on a mis en place des systèmes qu'on pense qui vont nous garder en bonne sécurité, mais après, si ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'on fait? Quel est notre plan de recours? Quel est notre plan de sortie en cas de crise ou en cas de révélation de ces données-là? Et c'est pour dire que aussi, quand vous allez en ligne, ça c'est un conseil
aussi bien professionnel que personnel, si vous mettez des données que le jour où c'est exposé, vous en mordrez les doigts, pensez-y à 2 fois avant de le mettre en ligne parce que vraiment, toutes les informations qui sont en ligne sont accessibles à un moment ou à un autre. Ils peuvent être piratés. Donc, c'est cette partie-là aussi que je tenais à préciser. Maintenant, je vais faire un petit… Tu as mentionné déjà certaines initiatives qui ont vu le jour et qui sont vraiment très efficaces en termes de soit lutter contre le COVID ou bien même d'utiliser le digital pour un peu changer les données. Comment est-ce que vous voyez les petites entreprises ou bien même les entreprises dans l'informel utiliser, c'est-à-dire de petites ressources comme WhatsApp ou bien même leur téléphone mobile ou Internet pour essayer maintenant d'innover et de faire de nouveaux trucs avec leur activité? Ok. Parce qu'on parle, pourquoi je pose la question, c'est justement parce que je vois beaucoup de gens qui disent que oui, toutes les innovations qu'on voit, c'est les grandes entreprises, c'est les Google, c'est les Facebook, mais ils n'ont pas toujours été grands. Donc, c'est pour dire comment est-ce que l'innovation peut commencer tout petit, déjà même ici en Afrique. Parce qu'on a vu le cas au Kenya de M-Pesa, et ça, c'est une innovation africaine. Ils ont vraiment leapfrog le système bancaire. Ils font que des transferts en ligne. On a vu que Orange Money aussi est très utilisé. Moi, en tout cas, c'est tout ce que j'utilisais pendant cette période de crise-là pour faire les transferts. Donc, comment est-ce que maintenant de petites entreprises, pas forcément de grandes entreprises avec beaucoup de moyens, peuvent innover et utiliser le numérique ou le digital pour innover et créer de nouvelles activités? D'accord. Mm. Mais pour moi, en fait, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, je pense que la clé dans le digital, Mm. c'est sa stratégie, son modèle économique et sa façon de faire, et pas la technologie. Ça aurait été la technologie et on aurait dit, tiens, les meilleurs succès, c'est comme avant, c'est forcément des Microsoft, des Apple, des géants qui disposaient en fait de laboratoires et de centres d'innovation, etc. Et on se dit, mais moi, je suis start-up, je n'ai pas ça, je ne suis pas Orange, je n'ai pas de… etc. Okay. Ouais. Aujourd'hui, je disais tout à l'heure, les meilleurs succès, c'est sur une façon de fonctionner. Et c'est le cas dans le monde, mais c'est le cas aussi en Afrique quand on parle d'initiatives comme des webinars. Ces webinars-là, aujourd'hui, on peut les faire avec des outils qui existent aujourd'hui, qui sont gratuits. Ouais. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, en tant qu'entreprise, de le faire? Je disais tout à l'heure, il faut utiliser certains axes et chantiers. Je disais, par exemple, comment je contacte mes clients en m'appuyant sur le digital. Mais par le passé, justement, pour contacter enfin, des clients à une échelle nationale ou de masse, il fallait s'appuyer sur des outils particulièrement compliqués. Il fallait avoir une enseigne, il fallait communiquer à la télé, à la radio. Aujourd'hui, tout le monde peut créer un site web. Aujourd'hui, mieux même qu'un site web, vous pouvez simplement créer une page Facebook ou Instagram. Vous pouvez communiquer via ce canal. Vous pouvez lancer des groupes WhatsApp, lancer des éléments sur WhatsApp. Donc déjà, réfléchir vous-même comment je compte toucher mes clients, peu importe ma taille d'entreprise. Je peux le faire aujourd'hui avec des moyens beaucoup plus limités en m'appuyant sur le digital. C'est plutôt à moi de chercher comment j'innove et comment je fonctionne sur des principes innovants. Ouais. Et ce n'est pas parce que je suis un leader. Pour donner un autre exemple d'initiative innovante qu'on a pu faire rapidement pendant cette crise, Orange, en partenariat avec Universal Music, par exemple, on a lancé un concept de concert devant des salles vides. Des salles vides, ouais. Voilà, et qu'on a fait passer sur la télé d'Orange. Je veux dire, pour faire un concert devant la salle vide, le principe qui était compliqué là-dedans, ce n'était pas quelque chose de spécifiquement technologique. C'était plus, il fallait y penser. Oui. Donc, je me dis, à un moment donné, c'est à ces entreprises-là de se dire, OK, comment je touche mes clients sans me déplacer? Comment en interne, je m'appuie sur mes WhatsApp, mes Facebook, ces outils-là, pas uniquement. Comment je change une manière de travailler? Le patron de Twitter a annoncé récemment qu'il permettrait à tous ses employés de travailler en télétravail aussi longtemps qu'il voudrait jusqu'à la fin, ouais. de manière délimitée. Ouais. On va dire, le Twitter, c'est un géant, mais ce principe-là, qu'est-ce qui m'empêche, moi, start-up, de le faire? Mm. Aucun problème en tant que moyen de dire, écoutez, mais finalement, on dépense pour des locaux, on Pour dépense… des locaux, pour l'Internet, pour le transport, la nourriture, c'est plein de dépenses additionnelles qui… Exactement. Je connais des jeunes start-upers qui ont commencé, qui vont dans des espaces de coworking. Ouais. Les amis qui ont des espaces de coworking vont se plaindre, mais ils vont dans des espaces de coworking parce qu'ils ont besoin d'espace, donc ils louent, ça leur revient cher alors qu'au début. Et finalement, vous pouvez en fait être 4-5 et bosser de manière collaborative quasiment chacun de son côté. Donc, nous, à Orange Fab, notre accélérateur de start-up, souvent même on reçoit des start-upers qui ont besoin d'espace pour bosser, qui ont besoin d'espace pour faire des choses. Et
Maintenant, la crise a montré qu'est-ce qu'on a vraiment toujours besoin d'espace. L'espace. Pas toujours. Donc, c'est là où je me dis, ça doit être plutôt une prise de conscience collective de nos entreprises, de nos PME sur le fait qu'aujourd'hui, grâce à ce digital-là, elles peuvent fonctionner avec beaucoup moins de moyens en répondant à un vrai besoin. Parce que moi, c'est toujours la clé pour moi. Je suis une entreprise à répondre. J'ai une manière de faire. Comment je peux m'appuyer sur ces outils technologiques-là pour faire les choses différemment, toucher les clients différemment. J'ai des données aujourd'hui qui existent. Peut-être que je ne sais pas, mais j'ai des données. J'ai des sites web où je peux avoir des données sur des entreprises. Il y a des prestataires du marché où je peux avoir certaines données qu'on n'avait pas. Aujourd'hui, on a même un annuaire en ligne qui donne des aspects sur votre secteur, votre marché. Je peux finalement m'appuyer sur ces données-là aujourd'hui, même en étant start-up, pour toucher les entreprises. J'ai des Google, comment dirais-je, j'ai du mobile money, par exemple. On parlait de mobile money, pour moi, c'est l'une des plus belles réussites africaines du digital. Parce que ce qui est important dans le digital, c'est faire les choses à ta manière. Aujourd'hui, on a des réalités, on a une population très peu bancarisée, on a des accès très limités aux cartes de crédit, etc. Donc là où ailleurs, les gens ont réussi leur succès par le e-commerce, par des cartes bancaires aujourd'hui. Nous, on a développé notre propre système avec un modèle qui fonctionne. On a plus de 100% de taux de pénétration mobile, mais aujourd'hui, on dit avec ce mobile-là, vous pouvez envoyer de l'argent n'importe où à l'intérieur du pays. Et on a vu que peu importe le niveau de donner l'exemple de PESA, là-bas, le succès s'est fait via les zones agricoles, via, etc. Le fait que les planteurs pouvaient recevoir, envoyer ces et ça fait qu'aujourd'hui, ils ont quasiment plus de 90% de pénétration. Dans la zone de moi, on est très content du succès qu'Orange Money a pu avoir, ça fait plus de 10 ans maintenant. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui touche tout le monde et qui répond à nos réalités. Quand nous avons des acteurs de e-commerce qui fonctionnent très bien parce que finalement, ils font du paiement à la livraison et qu'on voit que ça fonctionne, là où ailleurs, l'e-commerce, il faut une carte de crédit. On se dit, mais si c'est pour faire du paiement à la livraison, si je m'appuie sur un réseau avec des motards, etc., finalement, ça ne revient pas si cher. Donc, c'est moi qui ai une start-up, comment je fonctionne et comment je le fais différemment. On a vu des acteurs comme Nanawax qui ont développé finalement des business. Je me souviens, à l'époque, elle n'avait pas de magasin. C'était juste une page réseaux sociaux, j'aime le pack de chez moi, qui a permis finalement de se faire connaître. Et les magasins sont arrivés après. Oui. Donc, faire votre business, vous et faire les choses à l'envers. Pas faire comment j'investis. Mais justement, au fait, souvent, on voit beaucoup ça. On voit Avant, c'était plutôt c'était tu vois, les magasins physiques et tout, et après, on passe à l'Internet et tout. Mais maintenant, on voit beaucoup de compagnies qui commencent avec, si on veut dire, leur site web, leur clientèle en ligne. On en a vu plein, comme les Nanawak, les Créations et tout, mais maintenant, qui passent au système de magasin. Et le problème encore avec le système des magasins, c'est des coûts additionnels. On en voit beaucoup qui après souffrent maintenant de ces coûts-là parce que maintenant, ils sont dans plusieurs lieux, ils veulent ouvrir 4-5 magasins et après, ils en souffrent. Donc, il faut bien analyser si vous avez commencé de manière digitale et que ça marche et que vous arrivez à supporter ce modèle-là. Souvent, le transfert n'est pas toujours bien fait. On a plusieurs questions ici, donc je vais en prendre 2 ou 3. Et puis, il y a plusieurs personnes aussi qui veulent échanger et puis rejoindre la conversation. Donc, on va aussi leur donner cette opportunité-là. Déjà, la première question, c'est sur le secteur financier. Pour certaines banques, banques d'affaires, banques de développement qui ont une clientèle institutionnelle et corporate, comment est-ce qu'on peut faire évoluer le business en passant d'une approche physique vers une approche digitale? Donc, les missions d'évaluation, les due diligence et tout. Mais c'est pour vous dire que nous, on est exactement dans ce domaine-là. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans la finance, mais il y a tellement de moyens maintenant de faire ces missions-là et ces processus de due diligence en ligne. C'est-à-dire que vous pouvez créer une data room, bien sûr sécurisée, vous donner un accès à des membres de l'équipe spécifique qui ont besoin de voir les données que vous demandez à vos clients. Vous faites une liste de documents dont vous avez besoin, que ce soit rapport financier, l'organigramme, le business model de la compagnie. Vous les recevez, vous les lisez. Maintenant, on fait toutes les missions, c'est-à-dire avant, tout le monde veut se déplacer. Même pour avoir de nouveaux clients, ça prend 4, 5, souvent 6, 7 réunions. Et moi, je vous dis, nous, on est beaucoup plus occupés, beaucoup plus efficaces même pendant cette période de crise, hein, parce qu'avec des appels de 30-40 minutes, on arrive maintenant à travailler avec nos clients, on essaie de comprendre leurs problématiques. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Par exemple, si tu veux faire un tour ou une visite des locaux, tu ne peux pas le faire dans cette période-là, mais il y a vraiment énormément de choses qui peuvent se faire à travers le digital, que ce soit l'analyse des documents, les missions, ou bien même rencontrer l'équipe et le personnel, et puis aussi faire l'analyse financière de l'entreprise
Et après, maintenant, vous pouvez encore discuter avec eux et voir dans quelle mesure faire ce qui doit forcément se faire physiquement. Ça c'est la plupart du temps les visites ou bien même si vous voulez voir leur usine ou bien des trucs précis, si vous devez faire par exemple un audit ou quelque chose comme ça. Mais la plupart du temps, moi je pense franchement que surtout dans le secteur financier, il y a beaucoup de réunions, beaucoup de missions qui peuvent se faire avec les digitales. Et nous, on est franchement avec cette période-là, on est encore plus occupés même qu'avant. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à y croire. Ah, mais tu es à la maison toute la journée. Je dis, mais je bosse, ça, les choses avancent. Donc, ça, c'est ma réponse à cette question. Habib, tu veux ajouter quelque chose sur Non, mais faire les de due je diligence pense en que ligne? tu l'as un peu dit. Hein, aujourd'hui, dans l'environnement financier, comme dans tous les environnements, on peut réaliser déjà les travaux internes Ouais, en s'appuyant sur le digital. Si vous parlez du due deal, il y a une grosse partie de la due deal qui est d'échanger avec les interlocuteurs via des entretiens, etc. C'est des choses aujourd'hui qui peuvent se faire numériquement. Il y a une grosse partie, comme tu le disais, d'analyse de documentation à recevoir. Et donc, on sait aujourd'hui les échanger de manière sécurisée. Hein. De toute façon, même avant, qu'est-ce que vous feriez? Vous allez rencontrer les personnes et ouais, après vous demandez d'envoyer ces documents par mail, par une clé à la fin du jour. exactement. Vous allez recevoir ces documents de manière numérique et les analyser. C'est quelque chose que vous pouvez faire aujourd'hui. Il y a des background checks qui se font et aujourd'hui, il y a des outils, ces plateformes elles se font où les background checks sont en ligne. En Vous ligne, allez rechercher, vous renseignez sur les interlocuteurs, sur les personnes, sur les sociétés. Vous avez des exactement. sites pour avoir des chiffres. Au contraire, on Mm. fait bien mieux aujourd'hui des due deals parce que justement, on sait faire des recherches, on sait trouver des Tout est en transactions, on sait ligne. Ouais, il y a tellement d'informations. Ouais, mm, tout à fait etc. d'accord. Donc, pour ce sujet-là, pour tout ce qui est benchmark aussi, analyse comparative, Ouais, entreprise par entreprise, etc., vous pouvez avoir accès aux états financiers, à tout ce que vous voulez directement en ligne. Donc, pour moi, c'est des outils super précieux et qui sont déjà utilisés aujourd'hui. C'est juste que voilà, ça permet d'y aller beaucoup plus franchement. mhm, Et derrière, si on parle d'institutions financières classiques, ben, on a aussi tous les outils appelés, etc., qui sont utilisés maintenant pour toucher l'utilisateur final. Je pense que exactement. Quels sont les critères de sélection définis par les entreprises en Afrique pour choisir les entreprises consultantes externes expérimentées qui peuvent les accompagner dans leur processus de transformation digitale? Donc ça, c'est la deuxième question. Moi, je dirais tout critère en termes de sélection de services de consultants. Déjà, HTS, c'est les meilleurs, vous devez nous appeler. Mais je dirais la première des choses, c'est de voir déjà l'équipe. Il est très important parce que à un moment donné, nous, on ne vend pas de produits. On vend notre savoir-faire, on vend notre expertise et on vend aussi nos expériences. Donc, c'est de voir l'équipe avec laquelle vous allez travailler. Est-ce qu'ils ont cette expertise-là? Moi, après avoir travaillé et vécu aux États-Unis pendant plus de 12 ans maintenant, là, j'ai décidé de rentrer au pays parce que j'ai une passion vraiment pour les entreprises africaines, pour le développement. Et j'ai aussi ce parcours-là en finance. Déjà, on a tous les deux travaillé à Deloitte, mais aussi avec la Banque mondiale et la BAD, et aussi avec mes diplômes. J'ai voulu me former parce que je voulais rapporter cette expertise-là. Et après avoir vu plus de une vingtaine de clients dans mon parcours, je comprends assez de problématiques que je peux maintenant adapter à nos problèmes d'ici. Donc, c'est de voir l'expérience de cette de l'entreprise avec laquelle vous voulez travailler, des consultants qui y travaillent, et est-ce qu'ils sont adaptés à ce que vous voulez. Maintenant, en termes des services spécifiques par rapport à la transformation digitale, si par exemple vous voulez accès à un réseau, maintenant c'est cette entreprise-là qui va maintenant aller par exemple vers Orange pour vous installer la fibre. Et maintenant, si vous voulez soit Skype ou bien Teams ou bien Zoom, ça, ce n'est pas l'entreprise de consultance qui va forcément créer cette nouvelle plateforme pour vous, mais ils vont vous conseiller les plateformes qui vous sied le mieux. Et maintenant, c'est à vous d'aller maintenant vers ces opérateurs-là. Et la dernière chose, il faut toujours comprendre que dépendant du projet et du contrat que vous avez signé avec l'entreprise, c'est un service d'accompagnement. Et donc, c'est toujours important de comprendre que l'entreprise elle-même doit aussi y mettre du sien, doit vraiment faire non seulement les recherches au niveau de la sélection, mais maintenant, pendant même le développement de la mission et l'implémentation, il faut que la compagnie soit investie et il travaille pour que ce soit un succès. Donc, voilà un peu, moi, mon conseil en termes de critères de sélection. Donc, l'équipe, leur savoir, leur expérience et voir si maintenant, vous pouvez travailler ensemble s'il y a des synergies, si on veut dire. Donc, voilà. Je te passe la parole, Annie. la question m'amuse un peu pour avoir fait
en conseil et essayer de proposer des services. Et maintenant que je suis de l'autre côté, il y a beaucoup de prestataires, de consultants qui se rapprochent et qui se disent, mais j'aime bien le fait que dans la question est spécifique en Afrique. Je me Oui. dis, pourquoi en Afrique sur cette question spécifique? Mm. C'est-à-dire que comme si en Afrique, en fait, on aurait des critères Différent. différents. Mm. Non, moi, je pense que pour sélectionner un cabinet, pour nous accompagner dans la transformation digitale, en fait, si vous êtes consultant, il faut se mettre à la place de l'autre. Qu'est-ce qu'il veut? C'est-à-dire qu'il il se dit peut-être, tiens, je dois me transformer par le digital. Moi, je suis expert dans mon activité. Je ne suis pas forcément expert digital et j'ai besoin de quelqu'un, finalement, qui s'y connaisse, qui maîtrise le sujet, qui vienne m'accompagner, qui vienne mettre en place ces stratégies qui me permettent de m'assurer d'avoir ceci. Et quand vous mettez à sa place, vous dites, si vous êtes dans cette posture-là, de quoi vous aurez besoin? Et ça revient à ce que tu as mentionné. Vous aurez besoin de quelqu'un qui a cette expertise Ouais. et que cette expertise soit avérée. Pourquoi vous ne faites pas vous-même et vous faites appel à un consultant? C'est parce que ou il a plus de temps que vous, ou il a plus d'expertise, ou il a fait ailleurs, ou etc., etc. Et donc, c'est celui qui saura montrer ces éléments-là, montrer cette expertise avérée. Peut-être qu'il n'a pas montré qu'il a une méthodologie dédiée spécifique qu'il a déjà déroulée, qui va le permettre peut-être de le faire plus vite, même si lui, il pourrait le faire lui-même, Ouais. qu'il a pris des outils dont il a déjà fait l'acquisition, c'est que vous n'avez plus besoin de les acquérir, il pourra les récupérer, etc. Et une fois que vous avez ces éléments-là, vous dites, OK, moi, je sais répondre parce que regardez, ou parce que je l'ai fait ailleurs, ou peut-être je suis nouveau, mais je viens avec telle expertise sur laquelle je me suis spécialisé, je sais faire le truc différemment, j'ai tel outil. Voilà, il faut que vous ayez des éléments qui font que quand il pourra vous prendre vous déjà et pas le faire lui-même, mais aussi vous et pas quelqu'un d'autre. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'acteurs qui vont essayer de se positionner dans l'accompagnement à la transformation digitale et voilà, il faut qu'il ait cette valeur ajoutée, quoi. Pour moi, c'est le même critère que partout. D'accord, totalement d'accord. Donc, il y a 2 ou 3 personnes qui ont voulu partager soit leur avis ou bien vous voulez poser leurs questions live. Allô? Oui, iPhone de Bané, si vous voulez vous mettre en mute ou bien couper le son. Donc, il y a 2 ou 3 personnes qui avaient voulu intervenir et poser leurs questions en live. Si vous voulez aussi ouvrir votre micro et puis on vous écoute. Je vous dirai le nom. Bonjour, Bonjour. je suis Diomondé de Manga de Digital Percé et en fait déjà je souhaiterais vous remercier pour la lucarne que vous ouvrez relatif à la transformation digitale des entreprises en Afrique. Et en gros, c'est moi qui avais posé la question concernant la pénétration du marché africain relatif aux différentes expertises relative aux différentes expertises sur la digitalisation. En gros, ce que je voulais savoir, c'est que on sait qu'à l'extérieur, il y a plusieurs compétences africaines qui souhaiteraient intégrer et pénétrer en fait le marché africain, un peu comme vous, pour pouvoir accompagner les différentes entreprises. Mais étant suffisamment loin et n'étant pas très actif sur le marché africain, quels sont les différents critères? Je pense qu'en écrivant, je n'ai pas peut-être été très précise, mais quels sont les différents critères, quels sont les points clés qu'il faut prendre en compte pour pouvoir adresser son besoin et mieux comprendre les problématiques des entreprises pour les accompagner dans la digitalisation? Ça, c'est la première question. La seconde question, c'était de savoir comment les entreprises africaines évaluent leur niveau de digitalisation afin de mieux leur proposer des outils plus appropriés. Donc, voilà, merci. Okay, merci. Donc, je dirais la première partie de la question, c'est toujours, et ça on entend beaucoup, il y a plusieurs personnes qui souhaitent rentrer ou bien même qui souhaitent répondre aux problématiques en Afrique et ils aiment poser la question, ah, comment on peut s'y mettre? Moi, je dis toujours, il faut comprendre l'environnement. Pour comprendre un environnement, il faut s'y mettre, il faut se mettre dans le bain. Donc, déjà, si vous avez déjà l'objectif de travailler avec des entreprises africaines, même de l'extérieur, vous pouvez le faire. Moi, depuis le début, étant même aux États-Unis, j'avais déjà à l'esprit que c'est ce que je voulais faire. Donc, vous pouvez déjà vous orienter vers ces entreprises africaines-là et, par exemple, être responsable pour, par exemple, tous vos clients qui sont
soit basés en Afrique ou qui ont des opérations en Afrique. Parce que si vous voulez juste lire ou bien essayer de comprendre un peu leurs problématiques en étant à l'extérieur, c'est un peu plus compliqué. Mais quand vous êtes vraiment présent et que vous interagissez beaucoup avec les entreprises africaines, c'est le seul moyen de comprendre les vraies problématiques, non seulement d'ici, mais aussi il y a des trucs vraiment précis qui sont non seulement culturels, qui sont spécifiques à, par exemple, la Côte d'Ivoire ou qui sont spécifiques au terrain sur lequel ils travaillent, qui ne pourront pas certainement être sur Google ou bien que vous allez simplement découvrir en faisant une recherche. Donc ça, c'est la première partie. Il faut vraiment s'imprégner. Donc, travailler, être en relation, parler et surtout vraiment vous connecter aux entreprises locales pour les comprendre. La deuxième partie, en termes de, si on veut dire le benchmark, quand vous disiez, OK, quel est leur niveau de digitalisation? Ça dépend encore de la compagnie et de ce qu'ils veulent faire. Si leur objectif, par exemple, c'est de faire du AI, par exemple, l'intelligence artificielle, et qui n'ont même pas encore l'accès à l'Internet, bon, on dira zéro. Mais si, par exemple, ils veulent juste créer une plateforme de e-commerce et qu'ils ont déjà l'Internet, ils ont un ordinateur, ils ont un site web, ben aussi, ils y sont presque. C'est de voir en termes de benchmark de quel est leur objectif et où ils sont. Et maintenant, vous évoluez avec cette entreprise-là pour comprendre, bon, combien d'étapes encore on a avant d'y arriver. Donc, moi, c'est comme ça que je ferai. Je ferai un système de benchmark en termes d'entreprise dans le secteur dans lequel ils veulent opérer, en termes aussi de, par exemple, la taille de l'entreprise et maintenant leur objectif. Et comme ça, vous les catégorisez, vous essayez de mesurer vraiment leur niveau de digitalisation. Habib, c'est l'expert ici. Dis-nous un peu, comment on mesure le niveau de digitalisation dans les entreprises? Pour revenir peut-être déjà sur la première question, ce que je rajouterais peut-être, je pense que oui, le premier sujet, c'est de connaître son environnement. C'est souvent un peu le souci quand on est de ce côté et qu'on a de l'expertise qui n'est pas physiquement sur place. Et justement, comme je disais, c'est compliqué de prendre des approches et des méthodologies et de les calquer. Ça doit vraiment être aligné aux besoins et à l'environnement. Il y a des choses qui marchent ailleurs qui ne marchent pas ici parce qu'on n'est pas dans le même environnement. Et donc, on est plus rassuré, même si c'est un acteur externe et qui est présent régulièrement ici et qui a des références ici sur sa connaissance de l'environnement. Que ce soit d'ailleurs pour du conseil, même quand on veut rentrer, c'est important de justement montrer voilà, sa connaissance de l'environnement. Un autre élément qui est important, c'est la spécialisation. Si moi, je suis ici, et que j'ai des acteurs ici qui sont intéressants, parce que je pense qu'on ne le sait pas assez, mais on a des acteurs intéressants qui sont présents localement. On a des très bons cabinets, que ce soit internationaux ou locaux, avec des experts de partout. Maintenant, aujourd'hui, on a des tours, on a des Harvard, on a tout ce que vous voulez ici. Donc, il y a de l'expertise sur laquelle on peut s'appuyer localement. Dans quel cas, je me dis non, mais malgré ça, je vais regarder derrière. C'est quand, en fait, il y a une expertise tellement spécifique où il y a quelqu'un qui a montré l'expertise dans un domaine que je ne trouve pas. Et c'est là aussi, voilà, où c'est un peu compliqué. Si vous venez, vous dites, je fais de la transformation digitale, je peux vous accompagner. Et moi, je vais rester là-bas et je vais vous accompagner. Prenez mon accompagnement à distance. Moi, ici, j'aurai plus de mal. Par contre, si vous me dites, moi, je suis un expert RPA, robotisation de processus avec des fichiers Excel, j'ai fait ailleurs, etc. Je sais qu'il n'y a pas 10 RPA sur lesquels je peux m'appuyer. Je donne cet exemple parce que c'est un des exemples où nous, on s'appuie sur des expertises même externes. Parce que justement, je me dis, j'en ai pas 10 000. Donc, c'est à vous aussi de regarder. Tu parlais d'intelligence artificielle tout à l'heure. Il y en a, oui, ici. Mais quand je vais sur quelque chose de plus spécifique et de plus pointu, là, ça justifie d'autant plus pourquoi, même si l'expérience de l'environnement est un peu plus limitée, vous éveillez mon intérêt à aller là-dessus parce que, voilà, je suis expert je sais pas moi, en chatbot pour éduquer des chatbots ou pour les concevoir, etc. Je l'ai fait ailleurs et peut-être que vous n'en avez pas 10 000 sur votre environnement et je vous le propose. Donc, ça, c'était l'élément. Pour le deuxième sujet de la question, qui est comment j'évalue ma maturité. Comme tu l'as dit, ça dépend de mes objectifs, où je peux aller, etc. Après, je parlais des cabinets. Plusieurs cabinets aujourd'hui ont développé des approches et des propositions parce que, comme tu disais, la clé dedans, c'est le benchmark. C'est que souvent, on dit, je veux me comparer aux autres. Dans ma vie précédente de cabinet, on avait lancé une étude sur la maturité numérique des entreprises, d'abord ivoiriennes, qu'on avait réalisé en partenariat avec le patronat, donc la commission numérique de la CGECI, il y a quelques années. Et ensuite, une deuxième version au niveau africain qui permettait justement sur un même questionnaire, sur les mêmes bases, de comparer des entreprises de différentes industries et de pouvoir dire, écoutez, après c'est relatif, est-ce que je suis bon, je ne suis pas bon, mais par rapport à mon secteur, moi j'investis moins. J'investis 1% dans le numérique là où les autres investissent 10%.
je développe tel type de choses et je suis peut-être, j'ai pas des accès VPN, et donc pouvoir dire peut-être que je suis un peu moins mature et par rapport à mon secteur et tel secteur par rapport aux autres secteurs, par rapport à la prise de conscience, par rapport à l'importance, etc. Et c'est des outils qui se sont affinés d'année après année. Et aujourd'hui, je pense que la plupart des gros cabinets et certains cabinets plus spécialisés, il y a aussi des outils, même en guillemets web, sur lesquels standardisés, McKinsey, etc., sur lesquels certains s'appuient, qui permettent justement de se benchmarker. Et donc, vous pouvez ou le faire vous-même ou vous faire accompagner par un cabinet qui viendrait vous faire cette analyse et surtout vous apporter ce benchmark. De pouvoir dire voilà où vous vous situez aujourd'hui par rapport à votre secteur, votre environnement et vous permettre de vous positionner et de définir des critères. Je pense que là, c'est un des éléments où il ne faut pas avoir peur de se faire accompagner. Parfait. On a une question aussi de M. Messou, je vois indiquer qu'il lève la main depuis un moment. Il fait quoi? Il dit? Enfin, il est spécifié que M. Thierry Messou lève la main depuis un bon moment. Donc. Bonjour. Bonjour. Bonjour, donc bonjour Habib, bonjour à vous, merci beaucoup pour ce contenu. Donc Habib, je le connais parce que je travaillais un peu plus bas dans le même immeuble pour le concurrent. Donc, alors ma question c'était par rapport au triangle confidentiality, integrity et puis accessibilité. Pourquoi? Parce que oui, on va vers le digital. Donc, pour la petite histoire, j'ai été à Abidjan pendant 5 ans, de 2014 à novembre 2019. Je viens de revenir à Montréal. Donc, je travaille pour un cabinet, mais j'ai aussi une boîte qui s'appelle Moja Technologies qui fait des tests d'intrusion. Donc, 5 ans passés en Côte d'Ivoire, je sais que la confidentialité, c'est pas forcément la chose la plus pratiquée. C'est prêché, mais c'est pas tant que ça pratiqué. Et donc, dans ma boîte, avec le Covid, on a constaté, comme vous, un pic de tout ce qui est intrusion, de tout ce qui est vol de credentials, de tout ça. Donc, la question que j'avais posée, c'était comment est-ce qu'on gère la confidentialité dans un moment comme ça où, allez, on fait du développement, on fait de la digitalisation, alors qu'on sait que le problème, c'est pas tant que ça la technologie que l'humain. C'est, je laisse mon mot de passe ici, je fais ça, et finalement, j'ouvre en arrière de mon entreprise une porte dans laquelle plein de personnes peuvent s'engouffrer pour voler des contacts, pour voler des données, pour voler plein de choses. Je pense que, je ne sais pas si j'ai été clair sur la question, mais comment vous gérez ça de là-bas? Je te laisse la parole, Habib. Merci, merci. De ce que je comprends, tu t'es respécialisé dans le domaine, donc tu serais peut-être mieux placé que nous sur le sujet. Moi, comment je vois la chose? Je me dis, on est finalement, lorsqu'on parle de sécurité, on n'aura jamais le risque zéro. Je pense que c'est un élément important. On n'aura jamais le risque zéro. Par contre, pour un certain type d'information, pour un certain type de données, on a besoin de plus de confidentialité que d'autres. Et pour certains types, oui, là, on ne peut, en guillemets, on est obligé d'être 100% confidentiel, 100%, etc. Selon le type d'information. Si moi, je dois discuter avec vous, comme là, en webinaire, etc., ça ne me dérange pas d'être sur une plateforme sur laquelle d'autres peuvent avoir accès ou qui peuvent partager des données. Si je dois distribuer des données critiques pour mon entreprise ou pour des clients, je ne peux pas me permettre d'utiliser le même type de plateforme. Et c'est là où nous, on va souhaiter aller sur des plateformes dédiées, etc. Comme je disais tout à l'heure, vu la crise, certaines décisions ont dû être accélérées. Certains compromis ont dû être réalisés. Comme disait quelqu'un avec qui a collaboré, finalement, si je veux protéger, il faut que j'ai quelque chose à préserver. En guillemets, si notre activité est ferme et qu'on a zéro, finalement, on veut préserver quoi? Donc, à un moment donné, on se dit, OK, je veux par exemple faire des accès. On pourrait faire des accès distants. Certains nous diraient non, mais si vous donnez des accès distants, vous avez un risque qui devient accru. OK, mais on ne peut plus fonctionner, vu la crise, on est obligé de fonctionner à distance. Donc, à qui je donne mes accès, à qui je ne donne pas. Donc, à chaque fois, il faut cette évaluation et cette balance pour ouvrir des accès. Donc, on a opté, par exemple, pour dire qu'on n'a pas donné des accès distants à tout le monde. Mais on est obligé de donner à un certain type de personnes avec certains garde-fous, avec quand même certaines infos pour lesquelles on ne permet pas de les faire via ces accès, avec des protections derrière. Je parlais de VPN ou d'outils de sécurisation,
avec des tests d'intrusion et tout un mécanisme de sécurité locale externe qui a été réalisé derrière. Et à chaque fois, il y a cette évaluation-là. Je vais donner un exemple lorsqu'on veut parler de signature électronique. Pendant longtemps, on se dit, oui, mais ce n'est pas la peine de valider tout de manière physique avec un cachet, etc. Il y a des outils aujourd'hui, DocuSign, etc., allant vers de la sécurité numérique. On a des interlocuteurs qui vont nous dire, non, nous, on ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Si je n'ai pas vu une signature, un cachet, je refuse. Vu la crise, personne ne pouvait bouger. Ils ont dit, bon, OK, d'accord, prenons cette sécurité et on valide. À ce moment-là, tu es obligé de faire ton compromis entre tes risques de falsification par rapport à l'avantage, ce que je gagne et ce que je dois. Il y a un arbitrage à faire. Mais derrière, il y a aussi, si mon activité, je la déplace d'un niveau à l'autre, mais mes moyens que j'investis, je dois les déplacer aussi. Si mon activité devient plus digitale, devient plus numérique, je dois investir beaucoup plus dans cette cybersécurité qui devient mon risque principal avec de la vraie expertise. Je ne peux pas juste me dire, écoute, je prends le risque, j'y vais, etc. J'investis à hauteur finalement de ce qui fait du sens pour sécuriser. Donc, pour nous, l'approche a été d'avoir un comité de crise dédié à la crise avec des équipes incluant la sécurité, incluant les équipes de cybersécurité dans ces comités de crise-là pour prendre des décisions avec des éléments sur lesquels on ne peut pas trancher parce qu'il y a des éléments comme les données des clients ou des données clés de l'entreprise pour lesquelles voilà, on ne peut prendre aucune liberté et donc qui restent des risques prioritaires avec certains éléments sur lesquels on se dit, OK, ben, on peut donner des accès à quelques personnes pour fonctionner et voilà les garde-fous qu'on met derrière pour se protéger avec évidemment des efforts et des outils cyber accrus mis à disposition sur la période. Oui, moi, je suis totalement d'accord avec toi, Habib, en termes de compromis. Parce que spécifiquement, quand on parle par exemple, de privatisation des données et puis de piratage et tout ça, il faut penser aussi au fait que, bon, quels sont les bienfaits de cette technologie-là et comment j'évalue le risque d'un potentiel, par exemple, d'une cyberattaque, par exemple. Et donc, quand on parle, par exemple, de WhatsApp ou de Facebook qui ont permis à des centaines, des millions de personnes de se connecter, pour eux, l'avantage de pouvoir parler à n'importe quel membre de leur famille ou leurs amis qui sont des milliers de kilomètres de distance est beaucoup plus important pour eux. Cet avantage-là est beaucoup plus important que le potentiel risque. Donc, c'est de vraiment évaluer de votre côté, bon, est-ce que je suis prêt à prendre ce risque-là dans cette période de COVID-là, de faire, par exemple, des trucs à distance, d'utiliser ces outils-là, sachant qu'il y a forcément un risque. Mais je suis d'accord qu'il faut forcément essayer d'analyser ce risque-là et maintenant d'essayer de le combattre, par exemple, en mettant vraiment des ressources et du personnel pour aussi assurer le côté cybersécurité. Maintenant, la deuxième partie, c'est aussi de faire ses recherches. Par exemple, il y a des outils ou des sites qui sont connus ou bien qui ont déjà eu plusieurs attaques. C'est d'aussi rester, de ne pas se mettre sur ce genre de réseau-là où tu as encore une probabilité plus forte d'être attaqué. Donc, c'est vraiment de faire la part des choses et de pouvoir trouver le compromis et ne pas forcément dire, bon, moi, je ne vais pas faire de digital parce qu'il y a un risque. C'est pareil que faire les choses physiquement. Quand tu prends ta voiture et que tu sors, tu n'es pas sûr que tu y arriveras sain et sauf. Donc, c'est toujours vraiment de faire cette analyse-là et de pouvoir faire ce compromis-là entre si les avantages sont supérieurs au risque, ben, c'est de se lancer et puis d'essayer maintenant de gérer le risque. Donc, moi, c'est comme ça que je verrais la chose. Juste pour ajouter, je pense qu'aujourd'hui, je ne serais peut-être pas aussi catégorique que M. Messou sur le fait que le risque est négligé, ou les problématiques cyber, mais il est vrai que peut-être le niveau d'investissement n'est pas toujours ce qu'il devrait être. Je pense qu'il y a un niveau de priorité et je pense que justement, l'un des avantages, en tout cas, de ce que j'espère de cette crise du Covid, c'est d'améliorer cette prise de conscience. Ouais. C'est même du top management de se dire, autant on investit sur beaucoup de choses, autant on doit investir sur ces outils numériques-là beaucoup plus fort. Et si on investit beaucoup plus fort sur ces outils numériques, ça veut dire aussi qu'on investit beaucoup plus pour se protéger, qu'on investit beaucoup plus en cybersécurité, etc. Je pense que ça doit être un des enseignements forts. Comment je gère des accès distants, comment aujourd'hui je me protège et que je réalise que finalement, si mon activité se déplace, les risques et les attaques associées vont se déplacer. Donc, que je mette les bons moyens, que je m'appuie sur la bonne expertise aussi. Nous avons
CISO, Chief Information Security Officer, avec toute une équipe dédiée, locale, groupe, etc. Tout le monde n'a pas peut-être cette réponse-là, mais il faut derrière ne pas avoir peur de s'appuyer sur les expertises, qu'elles soient de cabinets spécialisés, qu'elles soient… voilà, il y a certains domaines où il faut être prêt à se faire accompagner, il ne faut vraiment pas hésiter. Oui, parce qu'on ne peut pas avoir toutes les expertises au monde. OK. Merci beaucoup, merci beaucoup. Juste un dernier petit ajout. OK. Donc, je disais ça à dessein, mais vraiment une demi-seconde. Donc, moi, en 2012, je faisais cybersécurité des réseaux informatiques à Polytechnique Montréal. Et après, j'ai fait d'autres choses du domaine. C'est pour ça que je me suis mis à la technologie. Et on développe aussi des outils de formation. Parce que je vous dis, au-delà de la technologie, c'est vous avez une super machine, mais personne ne sait sur quel bouton appuyer. Ouais. Peut-être pour ce volet-là, il pourrait être intéressant qu'après ce webinaire, nous puissions nous en parler. Voici. Merci. OK. Il n'y a pas de souci. Salut, Adi. Merci beaucoup. Merci Ça beaucoup. marche. En tout cas, merci à tous de nous avoir rejoints et d'être restés avec nous pendant 1h22. Ce fut un plaisir. Habib, mot de fin, on va partager 2-3 petites astuces avant de te laisser avec tous nos participants. OK, pas de souci. Déjà, avant toute chose, je tiens à vous dire merci à tous. Tous ceux, je regardais un peu certains des participants qui sont restés vraiment tout le long. Donc, merci à vous, merci à ceux qui viendront derrière. Je crois qu'on peut s'enregistrer. Merci à toi, Afou, et toute l'équipe de HDS Partners pour ce webinaire en particulier et pour tous les autres derrière pour cette initiative. Je pense que c'est important que ce soit tout le monde sur place et tout le monde, même dans la diaspora, etc., justement, à ce besoin-là de peut-être échanger sur des sujets spécifiques. Je pense que le sujet de la digitalisation et des impacts post-Covid est un des éléments clés qui préoccupe beaucoup de personnes. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on voit la transformation digitale comme une opportunité extraordinaire. Je pense que la mutation, c'est déjà plus ou moins faite dans les sociétés, avec le mobile money, avec les réseaux sociaux, avec la manière de communiquer. Nos populations de toutes sortes sont aujourd'hui sur ces outils. Aujourd'hui, maintenant, il faut qu'on puisse s'appuyer sur ces outils-là, nous, pour créer de la valeur et pour vraiment répondre à toutes nos problématiques de société, à toutes nos problématiques d'entreprise, etc. Et aujourd'hui, le blocage n'est pas tant que ça technologique. C'est surtout dans les manières de faire, c'est surtout dans les modèles économiques. Et je pense qu'aujourd'hui, il est très humain. Il y a des gros blocages où on se dit, on se fixe encore beaucoup de blocages sur les nouvelles manières de faire. Il faut vraiment think outside the box, sortir, se libérer l'esprit. Et je pense que c'est là l'avantage clé de cette crise de Covid. C'est que cette crise-là a forcé tout le monde à devoir faire les choses différemment. Je pense que l'humain a cette capacité incroyable d'adaptation, surtout en cette crise, d'apprendre à faire les choses différemment. Pourquoi je vais arrêter d'aller me recharger à la cabine du coin, comme je disais tout à l'heure, quand j'y ai accès tous les jours? Si demain, je ne peux plus sortir et il y a couvre-feu, je me dis, mais mince, comment je vais faire? Bon, en fait, apparemment, ils ont une appli, ces gars-là. Je vais chercher à me recharger et je vais voir comment je peux me recharger parce qu'il faut que j'ai accès à Internet ou que j'appelle X ce soir. Et donc, maintenant, l'élément clé, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on retourne à nos anciennes habitudes, que ce soit en tant que citoyen ou en tant qu'entreprise, quand on sort de cette crise du Covid. Là, ce serait dommage. On a développé des nouvelles manières de faire qui nous permettent de gagner de l'argent, qui nous permettent de faire des choses mieux, qui nous permettent peut-être de toucher d'autres clients, qui nous permettent de nous adapter et que ce soit juste un élément déclencheur et que maintenant on rentre dans la vraie transformation digitale de notre société où on se dise, OK, ce n'est plus une option, on voit vraiment que c'est quelque chose qui est au cœur, c'est plus un buzzword, tout le monde a vu que ça peut changer, ça peut nous permettre de répondre à une crise et que véritablement ce soit un catalyseur. Et moi, j'y crois fortement. Moi, j'y crois fortement parce que je vois nos startups, mais je vois aussi les grosses entreprises. Je vois les investissements qui ont été faits. Avant, c'était un peu fancy. On était quelques Chief Digital Officers des gros groupes, Orange, CIE, etc. Aujourd'hui, on voit le nombre d'entreprises de tous les secteurs qui s'y sont mis de manière beaucoup plus rapide dans ces derniers mois. Et pas juste chez nous, partout dans le monde. Et je pense que, voilà, j'ai cet espoir en tout cas que le monde après, et je suis convaincu même que le monde après Covid n'aura rien à voir avec le monde avant Covid. Et que c'est maintenant qu'on rentre dans la vraie 4e révolution industrielle dont on a parlé depuis longtemps. Exactement. Voilà. Bon, moi, je voulais terminer surtout en parlant du fait que
la connectivité et le network, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Aujourd'hui, on est beaucoup plus connecté qu'on était, que ce soit à travers le digital, à travers les réseaux sociaux, au téléphone. Et il faut qu'on utilise ces ressources-là pour partager. Partager non seulement les connaissances, partager les formations, partager toutes sortes de ressources pour que tout un chacun, on puisse évoluer ensemble. Et c'est de là que cette idée de faire des webinaires, de vraiment avoir des discussions assez ouvertes avec tout un chacun pour pouvoir non seulement apprendre des experts, mais aussi comprendre, OK, en écoutant 2 ou 3 webinaires, je me dis, OK, une idée peut spark et je peux commencer à travailler sur un projet immédiatement. On peut aussi utiliser ce genre de plateforme-là pour se former nous-mêmes. OK, bon, on a parlé de certains outils, je ne m'y connaissais pas, je vais en ligne, comment est-ce que je peux me former? Et vraiment, le network qu'on a aujourd'hui est immense. Il y a LinkedIn, il y a Facebook, il y a tellement de gens. Maintenant, avant, on parlait de 6e, 7e degré de séparation. Tu dois passer par 10 personnes avant de pouvoir être connecté à un tiers. Maintenant, c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est de vraiment utiliser ces réseaux-là pour se développer personnellement et professionnellement. Parce que moi, je crois fortement au capital humain. Et donc, quand nous, les Africains, ou bien tout un chacun, seront formés sur, on se construit des compétences, on s'entraide, on réfléchit sur nos besoins et nos problématiques, c'est de là que maintenant ces innovations-là, que ce soit digitales ou bien même dans d'autres secteurs, vont sortir. Et donc, moi, je trouve que cette période-là, on a été confiné, c'est peut-être un confinement physique, mais il ne devrait pas être un confinement mental ou bien même votre esprit doit continuer à travailler, on doit continuer à pousser et on doit continuer à soit se motiver et vraiment s'instruire on doit s'instruire entre nous. Donc, c'est vraiment très important pour moi de toujours apprendre. J'ai beaucoup appris pendant ce webinaire et puis aussi, c'était un plaisir de partager nos connaissances et nos capacités ici aussi à HTS. Et voilà, on se dit au revoir, on en aura d'autres et vraiment, c'était un plaisir, Habib. Merci beaucoup. Merci à tous. À très bientôt et bonne soirée. Au revoir. Bye. Bye.